Mesdames et messieurs, je suis le médecin général Schwarzbrod et je commande les écoles militaires de santé de Lyon-Bron. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui en ce samedi matin pour ces journées d'information. Alors, avant de laisser la parole au médecin en chef Pierre Pasquier, directeur général de la formation, et au directeur des soins Thierry Italiano-Arcaras, qui directeur de l'école du personnel paramédical des armées, qui eux vont rentrer dans le dur et dans l'explication, la précision sur le cursus des études au sein de ces écoles. Je voulais juste vous donner 2-3 petits messages importants. Tout d'abord, bienvenue à tous, merci d'être là et merci pour les parents et les plus jeunes, bien sûr, pour ce choix engageant de venir ici aujourd'hui pour s'informer dans un premier temps et peut-être un jour embrasser ce magnifique métier de soignant militaire. C'est un double engagement, l'engagement de soigner des gens avec tout ce que ça nécessite d'être au contact d'autrui, d'apporter du soin, donc de s'engager énormément psychologiquement au profit des autres. Et puis l'engagement au profit de la France, au profit de notre pays. Donc ce double engagement, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et je vous en félicite et je félicite notamment les plus jeunes d'entre vous qui êtes ici de venir prendre conscience et s'informer sur cette école. Le deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est qu'ici ce n'est pas une école d'ingénieurs, c'est pas une faculté classique, c'est pas ça. Hein. Ce qu'on propose, c'est pas un cursus de 3 ans ou un cursus de 6 ans, de 10 ans. C'est pas du tout ça. C'est une vie. C'est au moins une grande partie de vie. C'est une expérience de vie globale où seront inclus à la fois des études et ensuite un métier exigeant, passionnant, mais très engageant comme je vous le disais. Et puis le dernier message avant de laisser la parole au médecin-chef Pasquier et au directeur des soins Italiano-Arcaras, rappelez également que les informations qu'on va vous donner aujourd'hui sont les informations valables aujourd'hui. Mais que quand je vois la jeunesse du public et des enfants, j'imagine que certains sont en seconde, en première, peut-être même avant, dans des fins de collège. Et donc, nous rejoindrons peut-être dans 3 ans, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, avec pour les études d'infirmier une durée de 3 ans. Donc vous voyez que finalement on peut se projeter déjà dans 6 ans quand ils seront employés. Pour les médecins, une durée de 10 ans d'études. Donc on se projette dans 13 ans. Moi je ne sais pas aujourd'hui comment seront les études dans 13 ans. Je ne sais pas quel sera le métier de militaire dans 13 ans, je ne sais pas précisément quel sera le métier de médecin dans 13 ans. Tout ça va beaucoup changer. Donc, les informations qu'on va vous délivrer aujourd'hui sont bien les informations d'aujourd'hui, mais forcément que les choses vont évoluer dans les années à venir et qu'il faut naturellement que nous adapterons et nous sommes toujours adaptés et le service de santé s'est toujours adapté, même était toujours plutôt précurseur en fait dans ces domaines de la formation et de l'emploi de nos soignants. Voilà, je voulais à nouveau vous remercier et je laisse désormais la parole au médecin en chef Pierre Pasquier, directeur général de la formation. Merci beaucoup mon général. Donc, je suis le médecin-chef Pierre Pasquier, je suis directeur général de la formation aux écoles militaires de santé. On peut parler de directeur des études dans d'autres instituts. Je voudrais commencer par dire bonjour à 2 personnes. Donc, bonjour à Greg et bonjour à Maëlys. Voilà, ça c'est fait et on va rentrer dans le vif du sujet.
Donc, comme vous l'avez expliqué, le médecin général, ce qui est présenté ici correspond à la réalité d'aujourd'hui, mais vous savez que le monde évolue en permanence, le monde universitaire, de façon cyclique, des réformes universitaires. Donc, je vais vous présenter les études, comment elles sont organisées pour les élèves praticiens, c'est-à-dire élèves médecins, élèves pharmaciens, et le directeur des soins vous présentera le cursus universitaire des élèves infirmiers. Mais bon, tout ça évolue régulièrement, périodiquement, donc il est possible même qu'en cours de cursus, vu que les études durent 3 ans pour les infirmiers et 6 ans ici, en tout cas pour les élèves médecins et les élèves pharmaciens, bon, au cours de ces années, ça peut aussi évoluer. Et puis le monde évolue, la médecine évolue, les dimensions géostratégiques, géopolitiques, et donc les applications de soignants militaires, qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, ne seront pas forcément les mêmes dans 10 ans lorsque vos enfants ou nos futurs élèves sortiront de leur formation de soignants militaires. La journée que vous allez suivre aujourd'hui comprend 3 parties. J'espère que c'est la partie la plus ennuyante ici, la partie en amphithéâtre, mais on va essayer de délivrer des messages assez clairs, directs et simples. Vous aurez une deuxième partie de visite du site, du campus, qui durera 1h30, avec notamment une démonstration de sauvetage au combat, donc qui est une des applications du métier de soignant militaire. Et une troisième partie qui sera peut-être la plus enrichissante et la plus pertinente, puisque vous aurez l'opportunité de rencontrer des cadres des écoles, mais également des soignants militaires à qui vous pourrez poser des questions à la fois sur la formation qui est délivrée ici aux écoles et également sur le métier ou sur la carrière de soignants militaires. Voilà. Donc les écoles militaires de santé regroupent 2 écoles, l'école de santé des armées, donc qui forme les futurs praticiens militaires, médecins, pharmaciens militaires, puis l'école du personnel paramédical des armées, qui forme les futurs infirmiers militaires. Donc ces 2 écoles constituent les écoles militaires de santé de Lyon-Bron, et avec une 3e école qui est l'école du Val-de-Grâce, constitue la partie des écoles de l'Académie de santé des armées. Donc, pour vous expliquer que c'est pas, on n'est pas un embryon un peu isolé, on fait partie d'un programme académique et donc qui est regroupé au sein des académies de santé des armées. Donc les écoles militaires de santé, ici, c'est un campus de 30 hectares qui est en constante évolution. Bon, vous verrez tout à l'heure quand vous visiterez tout ça. C'est un lieu de vie étudiant, c'est un lieu de formation. Et donc, on retrouve des bâtiments d'enseignement, des bâtiments d'hébergement, de soutien, du sport aussi, parce qu'on est militaire, donc on garde une bonne condition physique et sportive. Et surtout, c'est peut-être le message le plus important que vous aurez à retenir aujourd'hui, c'est des écoles qui visent l'excellence. L'excellence du soin, parce que nous exigeons des futurs soignants, de nos élèves, que ce soit d'excellents soignants dans le cadre de leur engagement militaire. Et puis, au niveau des écoles, c'est l'excellence de l'accompagnement pédagogique, et vous avez pour guider les élèves sur la réussite de leurs études des capacités pédagogiques importantes et de très haute qualité. Vous avez notamment un corps professoral avec des enseignants de l'éducation nationale qui accompagnent nos élèves pour qu'ils réussissent leurs examens, pour qu'ils réussissent leurs concours. Des valeurs militaires également, puisque, comme on vous l'a expliqué, nous sommes des écoles militaires de santé, donc on va non seulement former de futurs soignants militaires, mais on va également former de futurs officiers des armées et de futurs sous-officiers pour ce qui concerne les infirmiers. Et puis des valeurs humaines, je vous l'ai dit, le monde évolue en permanence, et aujourd'hui, le sujet de la prévention des risques
ou de la lutte contre le harcèlement, les violences sexistes, sexuelles et les discriminations font partie intégrante du monde aujourd'hui, et les écoles ici n'y échappent pas, et au contraire ont fait de ce combat quelque chose d'important. Donc là encore, on n'est pas un embryon isolé, une école militaire un peu atypique. Voilà. On est une véritable école moderne qui vit en pleine phase avec le monde d'aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on forme des soignants militaires? Eh bien, pour remplir la première mission du service de santé des armées, qui est d'assurer une chaîne santé complète et autonome au profit des forces armées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les armées décident de rentrer en premier sur un théâtre de guerre, eh bien, le service de santé est capable de les accompagner, d'assurer le soutien médical, le soutien santé de ces opérations armées, depuis le théâtre de guerre jusqu'au territoire national ici, de façon complète et autonome. Et il y a peu de nations dans le monde qui sont capables de le faire. Ça se compte sur les doigts d'une seule main. Il y a au moins les États-Unis, l'Allemagne, un petit peu les Anglais, et la France. On dispose d'une capacité absolument complète, et on ne fait pas intervenir d'intervenants externes à cette chaîne de santé. Et puis par ailleurs, je vous l'ai dit, nous sommes des soignants militaires. Donc dans soignants militaires, il y a soignants, et donc nous participons, nous contribuons à la mission de santé publique en France, sur le territoire national, en particulier dans les hôpitaux militaires, où environ 80% des patients sont des patients civils. Et on participe également à la mission de santé publique lors d'épidémies. Ça a été illustré par exemple lors de la crise Covid il y a quelques années maintenant, où des soignants militaires ont été engagés sur le territoire national et sur les territoires français ultramarins. Donc on forme des soignants militaires pour qu'ils soient capables de soigner au plus près des combats. Et donc vous voyez ici illustré à l'écran une carte, une photographie de l'organisation, la prise en charge des blessés de guerre sur une zone de combat. Donc lorsqu'une action de combat conduit à des blessures, parfois à des morts, eh bien, une équipe médicale assez proche de cette zone de combat, parfois impliquée dans les combats même, est capable de prendre en charge les survivants, les blessés de guerre, de leur administrer les premiers gestes de sauvetage, les premiers soins médicaux, de réanimation de l'avant, d'assurer également, c'est des équipes médicales de soignants militaires qui assurent l'évacuation intra-théâtre, ce qu'on appelle l'évacuation médicale tactique, qui va amener le blessé de guerre vers une unité médico-chirurgicale opérationnelle, c'est-à-dire un endroit dans lequel des spécialistes de la chirurgie, de la réanimation, de l'anesthésie-réanimation vont être capables d'arrêter l'hémorragie, de stabiliser le blessé, et puis de permettre son évacuation vers des structures de plus en plus lourdes et de plus en plus dotées de moyens médicaux et chirurgicaux importants, jusqu'à l'évacuation finalement vers la France, où en moyenne, au bout de 35 heures, tous les blessés sont rapatriés en France. Entre le moment de la blessure et le moment de l'arrivée dans un hôpital militaire en France, voilà, c'est une durée moyenne de 35 heures environ, où là on va assurer les soins définitifs et poursuivre la réhabilitation, la rééducation et la réhabilitation du blessé. Donc c'est une spécificité française, excusez-moi. Le fait d'avoir des équipes médicales au plus près des combats, et c'est cette spécificité française s'applique également dans le monde civil. Vous savez que vous connaissez les équipes médicales des SAMU dans les villes d'où vous venez. Donc le fait
d'envoyer des équipes médicales de l'hôpital vers le lieu de la prise en charge. C'est une spécificité française. Voilà. Les autres nations, notamment anglo-saxonnes, ont fait d'autres choix, d'envoyer plutôt des techniciens de soins qui font quelques gestes et de miser sur l'évacuation rapide. Nous, on a décidé d'investir le temps de prise en charge en dehors de l'hôpital par une prise en charge médicale de qualité. Voilà. Donc c'est vrai dans le milieu civil, c'est vrai dans le milieu militaire également. Et donc, on pense, en tout cas l'idée défendue, c'est qu'on donne les meilleures chances ainsi de survie aux blessés, aux malades qu'on prend en charge, et également une meilleure chance de récupération fonctionnelle pour les blessés de guerre. Donc ça s'applique également dans des contextes de crise, avec des crises dans une ambiance nucléaire, radiologique, biologique et chimique par exemple, de crise épidémique, on a parlé du Covid plus tôt, lors d'attaques terroristes, ça a été le cas il y a quelques années malheureusement, y compris sur le territoire national. Bon, en tout cas, il n'y a nulle part ailleurs en France où on enseigne ça. Voilà. Si vous voulez devenir soignant militaire, c'est ici qu'il faut venir. Voilà. Et on forme les soignants militaires de demain à répondre à cette spécificité. Donc en mission, mission militaire, opération, zone de combat, zone de guerre, on assure le soutien médical des forces. Pour le maintien opérationnel, c'est-à-dire qu'on doit maintenir en bonnes conditions de santé les combattants qui doivent aller combattre. Chacun est dans son rôle. On soigne les traumatismes, les maladies, on gère les urgences médicales, parfois des afflux massifs de blessés, gestion de crise sanitaire, on en a parlé. Les équipes de soignants militaires participent aux évacuations médicales. On l'a vu plus tôt avec la carte de prise en charge des blessés de guerre, où ce sont des équipes de soignants militaires, donc on forme ici, initialement en tout cas, qui assurent ces évacuations médicales. Donc, ils se font parfois dans des camions, parfois dans des hélicos, dans des avions ou sur des bâtiments de la Marine nationale. Puis des antennes chirurgicales, un peu selon le même principe. On part de l'hôpital et puis on déploie une antenne un peu à distance, dans une plus petite structure, avec des petites équipes spécialisées en anesthésie-réanimation, spécialisées en chirurgie. On participe à des missions de l'OTAN, parce que la France fait partie de l'OTAN. Et puis enfin, une longue tradition française qui est de délivrer des soins à la population locale. Lorsqu'on est déployé dans des pays en Afrique, par exemple, on participe à l'aide médicale à la population. Donc c'est un engagement pour se former à devenir un soignant militaire, des soignants militaires. Mais c'est aussi donc un engagement dans une carrière militaire. Le médecin général qui commande les écoles vous l'a expliqué plus tôt. Ici, c'est pas une école d'ingénieur. On ne vient pas décrocher un diplôme et puis vivre sa vie après au plus offrant. On s'engage ici pour être formé et devenir des soignants militaires et donc embrasser une carrière militaire. Donc c'est des contrats, voilà. Pour les médecins, c'est médecins pharmaciens, c'est contrat d'officier d'au moins 24 ans, c'est-à-dire entre le moment où vous rentrez à l'école et la fin du contrat, il se passe 24 ans. Bon, les études durent 10 ans quand même, quoi. Donc, avec une retraite possible au bout de 27 ans, toujours à compter de l'entrée à l'école. On signe un contrat, voilà, quand on rentre à l'école, avec une période probatoire de 6 mois. C'est assez important, c'est-à-dire que pendant 6 mois, si on se rend compte que c'est pas fait pour nous, c'est pas ce qu'on avait imaginé, qu'on est, je sais rien, allergique à l'uniforme, enfin, on dit ok, bon, je pars, voilà, je romps le contrat, je rembourse rien. Voilà. Passé 6 mois, vous êtes engagé, voilà. Vous êtes engagé dans un contrat. Pour les infirmiers, c'est au moins 9 ans et une retraite possible au bout de 17 ans. Donc il y a des conséquences évidemment à cet engagement militaire. D'abord, on adopte le statut militaire et donc on répond à de droits et de devoirs. Voilà. Donc les droits, c'est qu'on a on peut avoir des primes liées à l'engagement, liées aux spécificités du métier de soignant militaire, des primes de risque quand on part sur des théâtres de guerre. Mais on a aussi des devoirs. Donc on a notamment le devoir
Le statut militaire, c'est d'être disponible en tout temps, en tout lieu. On a un devoir de réserve, donc de ne pas exprimer d'opinion politique, religieuse, dans le cadre de ses fonctions militaires. Et les devoirs aussi, donc on n'a pas le droit de grève, on n'a pas le droit d'appartenir à des syndicats. Bon, voilà, ça fait partie du statut militaire, il faut le savoir avant d'arriver ici. On est soumis à la mobilité géographique. Donc c'est aussi une notion importante, puisqu'on vous parle d'un engagement qui ne se limite pas seulement à une formation scolaire, le temps des études. Donc on embrasse une carrière militaire, et dans cette carrière militaire, on va déménager. Voilà, c'est à peu près inéluctable. La plupart du temps, c'est tous les 3 à 5 ans. Il y a des exceptions. Des fois, on reste que 2 ans au même endroit. Des fois, on reste 10 ans. Voilà. Mais en tout cas, il faut avoir cette notion que lorsqu'on est soignant militaire, il est peu probable qu'on fasse 20 ans, 30 ans dans la même ville. Bon, on peut voir ça comme une contrainte, on peut aussi voir ça comme quelque chose d'assez enthousiasmant. Puis on participe à des missions militaires, soit en France ou à l'étranger. Alors ce qu'on a connu là, les dernières décennies, c'était des départs en opération extérieure, les OPEX, peut-être que vous en avez entendu parler. Il y en a de moins en moins, il y en aura peut-être plus après, et ça sera peut-être autre chose. Là encore, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, lorsqu'on est soignant militaire, il faut imaginer comme possible, probable, qu'on parte sur des zones de combat ou qu'on soit engagé dans des guerres, voilà, comme l'ont connu nos anciens lors des conflits mondiaux. Et donc les soignants militaires partaient à la guerre, revenaient de temps en temps en permission en France. Voilà. Donc ce qu'on a connu avec les opérations extérieures, des départs de 2 à 4 mois pour les soignants militaires, 2 à 4 mois tous les 2 ans environ, ça sera... Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, et je ne sais pas vous dire ce que ça sera dans 3 ans lorsque les élèves infirmiers sortiront d'école, et dans 10 ans lorsque les élèves médecins, élèves pharmaciens sortiront d'école. Bon, voilà. En tout cas, il faut garder ça en tête, soignants militaires, comme une probabilité importante de partir sur des zones de guerre. Ouais, je vais laisser la parole au directeur des soins qui va vous présenter l'école du personnel paramédical des armées. Merci. Monsieur le médecin en chef, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis le directeur des soins Italiano Arcaras, de filière infirmière, et donc directeur de l'école du personnel paramédical des armées. Donc je vais vous présenter succinctement qu'est-ce que c'est qu'un infirmier militaire, où il peut être employé et quel est son cursus au sein des écoles et son avenir à l'issue des écoles. Bien, j'invite à vous rappeler de la slide, de l'image sur les différents rôles que vous a présenté le médecin en chef Pasquier, sur le rôle 1 au plus près des combats jusqu'au rôle 4 dans nos hôpitaux en métropole. Cette slide, elle vous montre tous les théâtres d'opération, en fait, ou tous les terrains sur lesquels peuvent être employés les infirmiers militaires. C'est-à-dire un infirmier en antenne médicale des armées, il va travailler dans une antenne médicale qui est au plus près des régiments de l'armée de terre, des bases navales ou des bases aériennes, de la gendarmerie nationale, pour soutenir les forces armées dans leur mission quotidienne, mais également donc en temps de paix en métropole ou ultramarin, mais également en opération extérieure ou en temps de guerre. Et donc pour cela, l'idée c'est de soutenir la capacité opérationnelle des forces armées. Donc les infirmiers vont être engagés dans les soins, et donc quand on est par exemple sur un rôle 1 au plus près du combat, ces infirmiers en antenne médicale vont devoir assurer la survie, l'extraction du site et l'évacuation des blessés et des malades sur les rôles 2, 3 et 4. D'accord ? Ensuite, soutien médical des activités à risque. Les militaires, pour partir et préparer leur mission, ils s'entraînent. Ils s'entraînent à sauter en parachute, ils font du tir, ils font du combat, ils font du sport pour travailler leurs conditions physiques. Tout ça, ce sont des activités à risque. Et donc, nous, service santé, on doit assurer le soutien de ces activités à risque pour prendre en charge les éventuels blessés. On prépare les forces armées donc
à partir en opération extérieure, c'est-à-dire que pour un militaire, pour qu'il puisse être engagé dans sa mission, il faut qu'il soit apte médicalement. Donc son état de santé est notre préoccupation. Étant en tant qu'infirmier, en équipe médicale et paramédicale, notre rôle, c'est d'assurer cette mise en condition sanitaire opérationnelle. Donc on travaille sur de l'expertise médicale, sur la vision aptitude médicale, sur de la prévention des risques liés à l'activité quotidienne, mais aussi aux risques liés au théâtre dans lequel on va être engagé, qu'il soit stratégique, géographique ou autre. Et puis bien sûr, dans notre fonction de paramédicaux, d'infirmiers, nous avons l'obligation de former. Nous formons nos pairs, c'est-à-dire ceux qui nous rejoignent dans nos différentes affectations, dans la formation d'adaptation à l'emploi, quand on change et qu'on est mobile, quand on arrive d'une unité à une autre, mais aussi on forme les étudiants. Donc en antenne médicale des armées, on reçoit des étudiants, qu'ils soient civils ou militaires, entre autres des étudiants en soins infirmiers, et donc quand on est infirmier dans une antenne médicale, on a aussi la mission de former. Autre modalité d'exercice du métier d'infirmier au sein du service de santé des armées, c'est au sein des hôpitaux militaires. Et donc, là aussi, on va travailler en temps de paix sur le territoire national pour prendre en charge au sein d'une équipe hospitalière, au même titre que tous les infirmiers dans les hôpitaux civils, on est intégré à une équipe médicale et paramédicale, et on prend en charge des patients tant civils que militaires. Dans nos hôpitaux militaires, à peu près 80% de la patientèle est une patientèle civile. D'accord ? C'est notre contribution aussi à la santé publique. Hein. C'est ce que disait le médecin en chef Pasquier tout à l'heure. Nous prenons en tant qu'infirmiers aussi des blessés en charge en opération extérieure ou sur les théâtres de combat. C'est les rôles 2, 3 que vous avez vus sur la slide précédente. Et à l'hôpital, bien sûr, on ne fait pas que du soin, on a aussi des expertises particulières et on se spécialise donc sur certaines vigilances, hein, l'hémovigilance, la matériovigilance, parce qu'à l'hôpital, c'est un milieu de travail où il y a des risques et il faut maîtriser ces risques et on a besoin d'experts qui connaissent les modalités de prévention et de gestion de ces risques. Donc les infirmiers sont engagés dans ces spécificités. Et puis aussi, il y a d'autres spécialités d'emploi. Un infirmier peut être infirmier de bloc opératoire dans un hôpital militaire, sur les théâtres d'opération, ou infirmier anesthésiste aussi. Voilà. On peut être aussi spécialisé dans l'hygiène, et on va faire de l'hygiène hospitalière. Voilà. Il y a plein de possibilités d'emploi dans les hôpitaux militaires. Et comme au sein des antennes médicales, notre obligation professionnelle, c'est aussi d'assurer la formation. La formation de nos pairs et des étudiants. Dans les hôpitaux militaires, il y a un grand nombre d'étudiants qui arrivent, qui soient civils ou militaires. Et à ce titre, nos infirmiers sont des maîtres ou des tuteurs de stage de ces étudiants qui viennent se former au sein de nos hôpitaux. Abordons maintenant le concours. Comment intégrer l'école du personnel paramédical des armées ? Vous avez plusieurs catégories de concours. Alors, il faut avoir un niveau bac ou équivalent. Le concours est ouvert, entre autres, aux bacheliers, qui soient en terminale ou qu'ils aient fini la terminale, qu'ils soient engagés ailleurs, voire même qu'ils aient une activité professionnelle, mais il faut qu'ils aient entre 17 et 23 ans pour nous rejoindre. C'est la condition d'âge. Le concours est ouvert aussi aux sous-officiers des armées et militaires du rang. La condition d'âge, c'est 32 ans maximum. Et vous avez parmi les élèves qui vous accompagnent aujourd'hui, ces personnels, ex-sous-officiers ou militaires du rang, qui sont devenus élèves infirmiers et qui bientôt rejoindront les forces ou les hôpitaux pour travailler au profit de notre institution. Le concours est également ouvert aux étudiants inscrits en institut de formation en soins infirmiers. Ces étudiants qui vivent leur scolarité d'infirmier au sein d'un institut de formation civile,
en première, deuxième ou troisième année peuvent avoir envie de nous rejoindre et d'intégrer le PPA pour devenir un infirmier militaire. C'est possible. Alors, c'est possible, mais le concours est très, très, très sélectif. Vous pouvez le voir, 1662 inscrits, et l'année dernière, c'était 128 places d'ouvertes. Donc, c'est très sélectif. 128 places, c'est toutes places confondues dans les différentes catégories de concours. Par exemple, il n'y avait qu'une centaine de places pour les candidats post-bac. Donc, sélectif, pourquoi? Parce qu'il y a un concours en 2 temps. Épreuve d'admissibilité, donc ce sont des épreuves écrites qui constituent par un français, une épreuve de français, 2 heures, coefficient 5, et une épreuve de mathématiques en 1 heure, à peu près une vingtaine de questions de mathématiques, d'exercices de mathématiques, coefficient 4, écrit très sélectif. Les conditions des épreuves, les modalités des épreuves et les annales sont consultables sur notre site internet. D'accord ? Donc vous aurez tout ça sur on va dire nos réseaux, sur la communication, les pages Facebook, Instagram et sur notre site internet. Vous retrouverez toutes ces informations pour aller au plus profond de l'information et dans le détail. Et bien sûr, tout au long de la visite, vous avez les élèves qui vont vous accompagner et qui l'ont vécu. Donc qui mieux qu'eux pour vous expliquer ce qu'ils ont vécu et comment surtout ils ont réussi. Voilà. Et dans la salle des pas perdus, vous serez aussi au contact des enseignants, des cadres du bataillon qui les encadrent tous les jours nos élèves, des élèves aussi. Et puis j'y serai aussi, on se recroisera là-bas, avec aussi le commandant Scheller qui est le chef du département des ressources pédagogiques, qui connaît très bien la partie EPPA et en particulier sur la gestion des stages, donc de la formation clinique. Ensuite, une fois que vous avez passé le concours, les épreuves d'admissibilité, vous avez réussi les écrits, vous êtes choisi pour venir passer les épreuves d'admission. Les épreuves d'admission se font majoritairement sur le site des écoles. Vous commencez par des épreuves de sport, donc de la course, de la natation, des tractions-suspensions et du gainage abdominal. À l'issue, vous passez un entretien oral, donc un entretien motivationnel de 30 minutes. Les modalités de l'entretien évoluent en fonction de la catégorie de concours. Il n'est pas tout à fait le même pour un sous-officier ou un militaire du rang déjà engagé qu'il est pour un étudiant qui vient d'un IFSI ou d'un élève qui sort de terminale. Voilà, donc ça aussi, le détail, on pourra en discuter. Vous pourrez aborder ces questions à l'issue de la présentation et sinon, sur notre site, toutes les informations y seront. Données très importantes. Voilà le calendrier du concours 2025. Il ne faut pas louper le coche. 4 novembre, ouverture des inscriptions. 31 janvier, clôture des inscriptions. Donc là, nous sommes en partenariat avec le service interacadémique des concours, qui va mettre sur une plateforme qui s'appelle Cyclade. Tous ces liens-là, vous les aurez en information sur notre site. Ça vous permettra d'aller directement vous inscrire au niveau du concours. Là où il faut que vous soyez vigilants, c'est de vous inscrire dans la bonne catégorie de concours. C'est-à-dire que vous allez être guidé pas à pas sur le site pour ne pas faire d'erreur et pour vous inscrire. Si vous êtes, par exemple, en institut en soins infirmiers, que vous soyez en première, deuxième ou troisième année, que vous connaissiez ou non vos résultats scolaires, est-ce que j'ai validé ma première, ma deuxième ou ma troisième année? C'est pas grave. Il faut surtout indiquer que vous êtes inscrit en institut de formation en soins infirmiers et pas postuler sur la partie post-bac. Parce que le concours n'est pas le même et surtout, c'est que légalement, vous ne pouvez pas refaire vos études. Donc il faut nous signaler, si vous êtes un étudiant infirmier en première année, que vous réussissez votre première année et que vous intégrez le PPA, vous n'allez pas reprendre la première année. Légalement, on n'a pas le droit de vous faire refaire vos études universitaires. Les unités d'enseignement acquises sont valables. Donc, vous intégrerez la deuxième année, et ainsi de suite pour les années suivantes. Donc ça, c'est très important d'être vigilant là-dessus. Ensuite, le 4 mars, épreuve d'admissibilité.
donc les épreuves écrites, français et maths, dans des centres d'examen en France, mais aussi sur les territoires ultramarins ou même à l'étranger, en fonction des disponibilités des centres d'examen. Du 2 au 13 juin, sur les écoles, épreuves de sport et entretien motivationnel, épreuves d'admission. Pour ceux qui pourraient être en ultramarin ou à l'étranger, il est possible d'organiser ces épreuves là où ils sont, s'ils ne peuvent pas venir sur le territoire métropolitain, à la seule condition que là où ils sont, il y ait une direction interarmée qui puisse gérer le concours, une équipe de moniteurs de sport agréés pour pouvoir faire et valider les épreuves de sport. Et puis pour ce qui est des épreuves de l'entretien motivationnel, ça se passe en visioconférence avec le jury qui se trouve ici sur le site des écoles. Voilà. Fin juillet, l'incorporation, et à partir de là, le début de la belle vie. Comment ça se passe une fois que les élèves ont rejoint les écoles? Ils partent en formation militaire initiale pendant l'été, donc ils arrivent fin juillet, et en août, ils ont une formation militaire initiale. Fin août, il y a des cérémonies, des grandes cérémonies où on leur remet leur galon et leur insigne de l'école. Et ensuite, ils vont suivre la scolarité sur des 3 ans d'école d'infirmiers au sein des instituts formation civile de la place lyonnaise. Nous avons 2 partenariats. Un avec l'Institut de formation en soins infirmiers, le Vinatier, rattaché au centre hospitalier spécialisé du Vinatier, et l'autre de la Fondation Rockefeller. Donc nos promotions, première promotion, première année d'études, deuxième promotion, deuxième année d'études, troisième compagnie, troisième promotion, troisième année d'études. Les promotions sont divisées en 2. 50% de la promotion dans un IFSI, 50% de la promotion dans un autre IFSI. D'accord ? Et ils vont suivre le cursus du diplôme d'État d'infirmier, comme tout infirmier diplômé d'État civil en France. Donc vous voyez, 5100 heures de formation, 2100 heures en IFSI et 2100 heures en stage. Les stages, c'est la particularité, c'est que c'est nous, École militaire de santé de Lyon-Bron, qui les mettons à disposition de nos élèves. Ils vont en stage sur des terrains militaires, en antenne médicale, à l'hôpital militaire, mais aussi sur des terrains de stage civils, dans des hôpitaux et des cliniques civiles. En France métropolitaine, en ultramarin, voire même à l'étranger. Puis bien sûr, il y a du temps de travail personnel, hein, toute étude universitaire demande un investissement personnel pour aller jusqu'au bout et réussir. À côté de ça, en parallèle, ils ont une formation militaire spécialisée de 1100 heures, avec une formation militaire, médico-militaire, médico-opérationnelle et une acculturation aux armées. C'est-à-dire qu'ils arrivent, eh ben, ils ne connaissent ni l'armée de l'air, ni l'armée de terre, ni la marine nationale, ni la gendarmerie. Notre objectif, c'est de leur apprendre que sont les forces armées, parce que demain, c'est à leur profit qu'ils vont servir. Voilà. Donc nos élèves sont soldés, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour étudier, nourris, logés, blanchis. Donc, mais la formation est exigeante. Pendant que leurs camarades sont en vacances, par exemple en février, eux, ils sont en formation militaire complémentaire. Pendant que leurs camarades sont en vacances pendant 2 mois l'été, eux, ils ont de la formation militaire complémentaire. Et donc les vacances d'été sont raccourcies. Et puis ils reprennent un peu plus tôt parce qu'il faut préparer la rentrée scolaire. Et puis on a des cérémonies. Et puis c'est pas tout, parce que dans la semaine, on les occupe bien. Le soir, ils ont des conférences pour les acculturer aux armées ou au métier d'infirmier militaire. Ils ont du sport militaire obligatoire et de la formation aussi militaire. Donc, le cursus est exigeant et on attend d'eux, comme le disait le médecin en chef Pasquier, de l'excellence. Comment ça se fait? Comment on choisit le poste à la sortie des 3 ans? Excellence, choix au mérite. Les élèves ont des notes universitaires dans les IFSI, ces notes sont compilées et elles valent pour 60% de la note finale. Plus toutes les notes militaires qu'ils ont, formation militaire initiale, formation militaire complémentaire et tout le reste, l'anglais, les oraux militaires, 40% de la note finale. Ils ont un classement. Ils sont
95 dans la promotion, 128, eh bien, il y aura 95 places ou 128 places. Ça, c'est notre département de gestion des ressources humaines qui met à notre disposition les places, aussi bien en antenne médicale, aussi bien à l'hôpital, voire même en poursuite d'études vers la formation d'infirmier de bloc opératoire. On va le voir tout à l'heure. Et donc, le premier du classement prend ce qu'il veut, le dernier prend ce qui reste. D'accord ? C'est ça la règle du choix des postes chez nous. Ils sont affectés fin août, début septembre dans leur nouvelle affectation qu'ils viennent de choisir. Et puis, ensuite, ils ont une formation d'adaptation à l'emploi qui peut durer jusqu'à 6 mois. Pendant cette formation, ils vont optimiser leurs connaissances médico-opérationnelles, médico-militaires, en fonction du milieu d'emploi qu'ils ont choisi. Si je choisis d'être affecté à l'hôpital, c'est pas pareil que si je choisis d'être affecté sur une antenne médicale qui va soutenir la Marine nationale. Et pas pareil que si je vais soutenir une unité de l'armée de terre. Chaque milieu d'emploi, terre, air, mer, a des spécificités d'emploi, et donc l'infirmier doit être à même d'y répondre et de savoir les soutenir. Ça s'apprend aussi en post-EPPA. Et puis, ils font une formation d'armée spécialisée, c'est-à-dire qu'ils rejoignent l'école des sous-officiers du milieu d'emploi qu'ils ont choisi de servir en sortie d'école, terre, air ou mer. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour servir et avoir un parcours professionnel extraordinaire. Nulle institution à ce jour peut proposer autant d'épanouissement, autant de diversité et autant de richesse d'emploi tout au long de la carrière. Et ça peut évoluer. Dès la sortie d'école, ils peuvent être à l'hôpital, en antenne médicale. En antenne médicale, ils peuvent servir au sein des forces spéciales, au bataillon marin-pompiers de Marseille, dans les forces sous-marines, au sein de la force d'action navale, bâtiments de surface. Ils peuvent être infirmiers hyperbaristes. Ils peuvent être, une fois qu'ils sont à l'hôpital et après plusieurs années d'expérience, au sein d'antennes chirurgicales. Ils peuvent, au cours de leur cursus, aller en formation complémentaire sur des DU, sur des masters. Ils peuvent choisir des spécialités, infirmier anesthésiste, diplômé d'État. Ça, c'est après un temps d'exercice professionnel. Mais en sortie d'école, dès la sortie de l'école de PPA, on a expérimenté depuis l'année dernière la poursuite d'études vers infirmier de bloc opératoire. À ce jour, on a une élève qui est actuellement en école d'IBOD, alors qu'elle était en 3e année d'études l'année dernière chez nous. Et cette année, on a 3 élèves de 3e année qui se préparent au concours pour faire IBOD. Vous voyez ? Et bien sûr, après, il y a toute la voie de l'encadrement. Les managers, donc cadre de santé, cadre supérieur de santé ou directeur des soins. Avec la grande force de pouvoir passer tout au long de la carrière d'un milieu d'emploi à l'autre, de l'hôpital vers les forces ou des forces vers l'hôpital. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. On pourra se retrouver dans la salle des pas perdus pour répondre à vos éventuelles questions. Merci. Monsieur le médecin en chef. Voilà, on va poursuivre maintenant avec la présentation plus spécifique de l'école de santé des armées, donc qui forme les futurs praticiens militaires, médecins militaires, pharmaciens militaires. Bon, là encore, il y a de nombreux métiers possibles. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Il y a peu d'environnement, en particulier dans le civil, quand on est médecin. Je ne suis pas sûr qu'on ait la possibilité aussi facilement de faire toutes ces spécialités. Alors, spécialité de médecine générale en antenne médicale des armées pour faire de la médecine de prévention, du soin qu'on appelle primaire, de la médecine d'aptitude, d'expertise, médecine générale, médecine du sport, médecine tropicale, parce que les militaires que nous soignons partent dans des zones tropicales, faire de l'éducation de santé, du conseil médical au commandement pour faciliter les opérations militaires,
la gestion et du travail en équipe médicale, voilà, c'est aussi un fait important. On travaille en tant que soignant militaire dans des équipes médicales, que ce soit dans des antennes médicales ou à l'hôpital. On ne travaille jamais tout seul, voilà. Donc on travaille en équipe. Et puis participer au soutien médical des exercices. Le directeur des soins en a parlé plus tôt, des activités à risque et puis des opérations militaires en zone de combat. On peut être médecin hospitalier, donc toutes les spécialités utiles aux armées, anesthésiste réanimateur, chirurgien, ophtalmo, cardiologue, j'en sais rien. Après, si quelqu'un veut faire de la neurochirurgie pédiatrique par exemple, c'est pas forcément ici qu'il faut venir parce que les armées en ont pas besoin spécifiquement. Voilà. Mais par contre, toutes les autres spécialités hospitalières sont envisageables et on exerce cette médecine hospitalière en France dans les hôpitaux militaires ou sur les zones de combat, dans des hôpitaux de campagne tels qu'on les a décrits plus tôt et lors de missions à l'étranger, ce qu'on a appelé pendant longtemps les opérations extérieures. Donc vous voyez, on peut délivrer des soins hautement techniques à l'hôpital, de chirurgie, radioembolisation ou se retrouver dans des avions à assurer le transport médicalisé de patients graves ou de blessés de guerre, ou encore être sous une tente d'une antenne chirurgicale au milieu du désert. On peut être médecin-chercheur au sein de l'Institut de recherche biomédicale des armées. Là encore, sans surprise, c'est de la recherche plutôt spécifique à l'institution militaire sur l'environnement, les conséquences physiologiques de l'effort, des environnements extrêmes ou encore le risque biologique comme illustré à l'écran. On peut être médecin épidémiologique, donc ce sont des médecins de santé publique au centre d'épidémiologie et de santé publique des armées pour suivre de façon globale les pathologies au sein des armées. Bon, on a la chance d'avoir un corps de patients à suivre volumineux et puis comme les choses sont assez bien organisées dans l'armée, le suivi est assez facile et puis prodiguer des conseils de santé lorsque on se retrouve déployé dans ce type de conditions. Donc ce qu'on appelle l'hygiène en campagne. Puis pharmacien militaire, donc en France et en Outre-mer pour le ravitaillement médical. Vous savez, quand on part assurer le soutien médical d'opérations militaires, on a besoin de produits de santé, de matériel médical, et donc ça nécessite une certaine logistique, et les pharmaciens militaires assurent cette mission de ravitaillement médical, également des analyses de toxicologie environnementale, des fonctions hospitalières, que ce soit pour la pharmacie hospitalière ou pour la biologie médicale à l'hôpital, pharmacie industrielle, et puis de la recherche. Bon, en tout cas, en mission militaire, sur les zones de combat, c'est assurer le ravitaillement médical, c'est-à-dire fournir le bon produit au bon endroit et au bon moment. D'autres spécialités qu'on n'abordera pas ici aujourd'hui, mais dont vous devez être au courant, on forme également des vétérinaires militaires et des dentistes militaires. Le recrutement principal, il se fait en post-bac. Là encore, c'est un concours qui est assez sélectif. Vous voyez qu'en 2024, 125 candidats ont été retenus et 1755 s'étaient présentés initialement. Donc les élèves de terminale avec des âges qui vont entre 16 et 23 ans maximum. Les inscriptions, c'est du 4 novembre au 31 janvier 2025. Donc il y a des épreuves écrites début avril pour l'admissibilité, épreuve de français, 2 options parmi 3, maths, sciences de la vie et de la terre, physique, chimie, et puis une épreuve d'anglais. Fin juin, début juillet, des épreuves orales d'admission avec des épreuves sportives, course à pied, natation, traction, suspension, gainage. On aurait pu rajouter le volley également. Et enfin, un entretien de motivation avec le jury. Donc ça, je vous donne pas de grands scoops, mais en tout cas, une information importante, c'est honnêtement, ça vaut pas la peine de payer une boîte à bac, une boîte de préparation privée. Toutes les informations qui sont abordées au cours de cet entretien oral sont disponibles sur le site en ligne du service de santé des armées, sur le site en ligne des écoles militaires de santé. Et le but de cet entretien est de s'assurer
que les candidats ont bien conscience du métier qui les attend et de la scolarité qui les attend, et ça ne dépasse pas ce niveau-là. Voilà. Et puis un recrutement complémentaire, donc ça se fait au fur et à mesure des années, plutôt après la première année, donc plutôt en deuxième et en quatrième année, donc des recrutements en début de cycle. C'est possible aussi de recruter sur validation des acquis avec un système de passerelle des infirmiers qui rejoignent la troisième année de médecine. Avec pour ce recrutement complémentaire ou collatéral une épreuve écrite d'admissibilité de français, puis des épreuves orales d'admission en anglais, là encore de sport et d'entretien de motivation. Sur l'enseignement même qui est délivré au sein des écoles, ce qu'il faut quand même comprendre pour les médecins et pharmaciens, c'est la grosse partie, c'est un enseignement universitaire. Et donc les élèves sont inscrits aux facultés de médecine et de pharmacie de Lyon-Est et Lyon-Sud, et donc ils suivent une formation civile diplômante. Voilà. Donc c'est pas une formation au rabais, une formation atypique. On a la même formation que n'importe quel médecin en France. Et au-delà de cette formation universitaire, donc dans les facultés de médecine de Lyon, il y a une formation militaire complémentaire qui se répartit pour la moitié environ de formation militaire générale. Bon, vous avez compris qu'on porte un uniforme, qu'on sait délivrer du soin dans des zones de combat. Une formation médico-militaire, un peu de communication, je vous l'ai expliqué plus tôt, on travaille en équipe, donc c'est des compétences non techniques qui sont enseignées, et puis une préparation physique et sportive. Voilà. Donc les deux facultés de médecine, Lyon-Est et Lyon-Sud, respectivement c'est 5 à 15 km de distance des écoles. En particulier pour la première année, les élèves sont véhiculés pour faciliter leur apprentissage. Alors une formation universitaire, donc comme je vous l'ai expliqué, qui est tout simplement celle des universités et des facultés de médecine en France, avec une organisation en 3 cycles. C'est les seuls éléments que vous avez besoin de retenir. Le premier et le deuxième cycle se déroulent sur Lyon, au sein des écoles militaires de santé. Donc chacun de ces 2 premiers cycles compte 3 années, donc on passe 6 ans à Lyon, et après on passe 4 ans rattaché à l'école du Val-de-Grâce et mis pour formation dans les hôpitaux militaires en France. Donc il y en a à Brest, 2 à Paris, Toulon, Marseille et Metz, qui accueillent des internes des hôpitaux des armées. Et donc ça, on fait ensuite 4 ans. Donc voilà, 3 et 4, ça fait un total de 10 années d'études. Là encore, c'est important de le savoir pour comprendre là où on met les pieds. Mais à la fin, on a un diplôme d'État de docteur en médecine. Donc là encore, avec l'idée qu'on n'a pas un diplôme au rabais, un diplôme qui serait un peu différent des autres médecins en France. On est médecin au même titre que tout autre médecin en France, mais simplement on a en plus de ça une formation médico-militaire spécifique. Et donc cette formation médico-militaire, elle est spécifique au milieu d'emploi, donc le milieu militaire, avec une formation militaire initiale de 2 semaines au moment de l'incorporation à l'école de santé des armées, complémentaire en début de 2e année pendant 3 semaines, et puis spécialisée pendant 1 semaine en fin de 3e année pour les notions de commandement. Je vous l'ai expliqué plus tôt, on forme des soignants, mais on forme aussi des officiers. Voilà. Et puis l'accès à des brevets militaires, de parachutisme militaire, de plongeur de bord, d'alpinisme. Voilà. Des stages dans des unités militaires, des stages dans des antennes médicales des armées, des stages dans des hôpitaux militaires, la possibilité également de participer à des conférences de défense et des conférences métiers où des intervenants viennent présenter leur exercice de soignants militaires.
fait, l'objectif de cette formation complémentaire, donc, c'est de savoir évoluer en milieu opérationnel, c'est-à-dire y compris dans des zones de combat, lorsque c'est la guerre, pour délivrer les meilleurs soins, cette notion d'excellence des soignants, et parfois dans les pires conditions. Voilà. C'est aussi les compétences non techniques dont on a parlé plus tôt, pour le commandement et la communication au sein des équipes médicales. Et puis, de plus en plus souvent, et c'est pour ça que vous avez vu tout au long de la présentation, que de temps en temps, il y a des cours d'anglais ou des épreuves d'anglais, etc., parce qu'on évolue dans un contexte international avec des coalitions interalliées où l'anglais est d'usage fréquent. Voilà. Et puis, maintenir une bonne condition physique, on en a parlé évidemment. En tout cas, cette formation complémentaire qui est dispensée au sein de l'école de santé des armées, elle est diplômante, elle représente quand même un volume de 1800 heures au total en 6 ans. Alors, on peut dire qu'on fait 7 années compactées sur 6 ans. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont un peu moins de vacances que dans le civil, mais bon, d'un autre côté, voilà. Une fois de plus, ils sont nourris, logés, blanchis, payés, donc tout a un prix. Et donc c'est diplômant parce qu'on obtient un diplôme de master spécialisé en santé des armées de la conférence des grandes écoles. Et donc là, à la sortie, mais je vous l'ai expliqué plus tôt, là aussi c'est le principe du classement. Le premier choisit ce qu'il veut, le dernier choisit ce qui reste. Donc on passe 6 ans aux écoles militaires de santé, à l'école de santé des armées pour la formation initiale. On passe l'examen dématérialisé national. On a un classement pour choisir l'hôpital militaire dans lequel on va effectuer son internat, rattaché à l'école du Val-de-Grâce. Et puis après, on devient médecin généraliste, voilà, dans soit la marine nationale, l'armée de terre ou l'armée de l'air et de l'espace. Et on fait au minimum 3 ans de médecin généraliste avant de pouvoir accéder à une spécialité, à une formation, à une spécialité hospitalière. Voilà. Donc ça peut paraître très long parce qu'on a fait 10 ans, puis après on fait 3 ans, et puis après on réattaque les études. Bon, en pratique c'est assez stimulant comme exercice. Moi-même je suis passé par cette case-là. Donc j'ai d'abord été médecin généraliste avant de passer d'autres concours, de devenir anesthésiste réanimateur, professeur agrégé d'anesthésie réa. Bon voilà, en fait ça se fait très bien. C'est un parcours qui est plutôt enrichissant et qui sert à toutes les étapes de la carrière. Donc ça c'est un résumé pour bien fixer les grandes échéances. 6 ans à l'école de santé des armées à Lyon, 4 ans de diplôme d'études spécialisées en médecine générale, donc c'est l'internat, voilà, dans les hôpitaux militaires attachés à l'école du Val-de-Grâce à Paris, et puis 3 ans au minimum de médecine générale avant, pour ceux qui le choisissent, d'accéder à une formation, à une spécialité hospitalière. Ça, on l'a vu, ça c'est une description des hôpitaux militaires qui accueillent des internes des hôpitaux des armées. Donc je vous l'ai dit plus tôt, il y a un hôpital militaire à Brest, 2 en région parisienne, un à Metz, un à Toulon et un à Marseille. Les hôpitaux militaires de Bordeaux et de Lyon n'accueillent plus d'internes des hôpitaux des armées. Bon, ce que je voudrais que vous reteniez, s'il vous plaît, de cette présentation, et avant d'aller vous livrer au jeu des questions-réponses en salle des pas perdus après le circuit découverte du campus, c'est qu'on délivre ici une formation qui est exigeante. Voilà. S'il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition pour la réussite de nos élèves, le premier engagement, il est celui du travail personnel et de l'investissement personnel pour réussir. Voilà. Et ça commence déjà au moment du concours de sélection ou de concours d'admission aux écoles. Donc c'est effectivement des concours sélectifs, vous l'avez vu, hein, 125 candidats retenus pour un peu plus de 1700 qui s'étaient présentés. Donc c'est pas, on rentre pas dans une école pour faire un temps de formation et puis vivre sa vie, c'est un engagement dans une carrière de soignant militaire, et donc un engagement à servir au service de santé des armées. Puis j'espère en tout cas vous en avoir convaincu. C'est un métier qui est vraiment passionnant et pour lequel il y a de multiples facettes, et puis on peut évoluer tout au long de sa carrière. Voilà. Ne pas avoir le même job tout au long de sa carrière, évoluer dans des environnements qui sont strictement enthousiasmants.
quelques punchlines qui sont importantes. Tout est possible. Voilà. J'espère, une fois de plus, vous en avoir convaincu. On peut faire des choses assez extraordinaires, mais rien n'est facile. Voilà. Et donc, il faut travailler et viser l'excellence. Voilà. Alors, c'est pas une boîte à colle pour réussir sa première année. C'est pour ça qu'il y a cette notion de période probatoire de 6 mois. Donc, on vient pas ici pour réussir la première année de médecine, quoi. On vient ici parce qu'on s'engage dans une carrière de soignant militaire. Et puis, cette carrière de soignant militaire, une fois de plus, c'est l'opportunité de réaliser ce que vous ne ferez nulle part ailleurs. Voilà. Alors, vous pouvez nous suivre, vous informer sur les réseaux sociaux, sur le web, sur Facebook, sur YouTube, sur Insta et sur X. Si vous avez des questions, vous les adresserez, s'il vous plaît, avec vos interlocuteurs en salle des pas perdus. Donc, je vous rappelle, vous aurez des cadres des écoles qui pourront répondre à vos questions sur la formation délivrée aux écoles militaires de santé. Vous aurez également des soignants militaires qui pourront vous raconter leur métier. Le QR code pour aller vers le site des écoles et donc les renseignements pour préparer le concours d'admission. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente journée et une excellente préparation avant de rejoindre les écoles. Merci beaucoup.